En tout cas, je sais pas toi Manu, mais moi maintenant, quand je veux me faire une omelette aux champignons, j'y réfléchis 2 fois. Mais le problème, c'est que je sens que tu cherches une intro. Eh ben, elle est là. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grange. Salut Manu. Salut à tous, ciao Serge. Ouais, comment ça va ? Ça va bien, toi ? On parlait d'omelette aux champignons, parce que franchement, maintenant, le sujet qu'on va parler va être assez champignonneux, et puis va en fait raffoler tous les mycologues, et toutes les mycologues de la Terre. Ah, ça s'appelle comme ça ? La mycologie, ouais, je crois. Mycologie, en fait, c'est la passion ou l'étude, en fait, des champignons, des mycoses et autres parasites, etc., liés aux champignons. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais on va pas faire une émission de science, puisqu'on est toujours sur le podcast, une émission qui vous parle de cinéma, de séries télé, voire de pop culture. Maintenant, on va essayer de s'étendre un petit peu. En tout cas, tout ce qui nous fait envie, des choses sur lesquelles Manu et moi, on a envie de réagir, et on a envie de vous faire partager. Et aujourd'hui, ça va être plutôt un épisode série télé. Donc, je rappelle vite fait que La Grange est toujours disponible sur tous les agrégateurs de podcasts. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à La Grange et aussi à suivre du coup les pages Facebook, les réseaux sociaux. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Nous, on va parler d'une série télé, la série télé en vogue en ce moment, et c'est The Last of Us. Et s'il y a bien un jeu qui a su marquer la génération de consoles PS4, c'est bien sûr The Last of Us du studio Naughty Dog. Alors Manu, est-ce que toi déjà, les jeux Naughty Dog, les jeux The Last of Us, est-ce que tu les as fait ? Non, The Last of Us, non. Alors je l'ai à la maison en plus, le 2, sur PS4. Mais je l'ai depuis récemment et non, en fait, j'ai jamais joué. T'as jamais joué ? Et du non. coup, après la vision de la série, déjà, est-ce que t'as envie de à fond, ouais, ça c'est pareil. Ça m'a bien motivé quand même. C'est bien motivé, ouais. Moi, c'est pareil, j'en ai fait aucun, ou alors j'ai dû commencer peut-être la première heure du premier The Last of Us, et du coup, alors plus du tout, et j'ai même pas suivi en fait un peu l'histoire, donc du coup, ce qui fait que quand j'ai découvert la série, en fait, j'ai été spoilé sur rien, en fait. Je l'ai vraiment découvert un œil vierge. Avec un œil vierge, exactement. Donc, alors pour vous rappeler un petit peu, donc on parle bien sûr de la série The Last of Us sur HBO, donc qui est une adaptation du jeu vidéo The Last of Us. Donc il y a eu 2 volets sur PlayStation 4, réalisé PlayStation 3 même. PlayStation 3, oui, t'as raison. Premier. Oui. Après ils ont fait un remaster sur, t'as raison, sur PlayStation. Ouais, t'as raison. Donc c'est bien sûr le petit bébé des studios de Naughty Dog qui ont d'abord été connus à l'époque pour Crash Bandicoot, la saga des Crash Bandicoot, après la saga des Jak and Dexter, et ils ont eu après les gros succès comme la série des Uncharted en fait, qui a un petit peu remis au goût du jour le modèle de action-aventure un peu la Tomb Raider, parce que depuis Tomb Raider de la PlayStation 2, voire PlayStation 3 avant, mais early PlayStation 3, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de jeux d'aventure, donc ils se sont fait connaître comme ça, enfin ils se sont fait reconnaître comme ça du coup avec Uncharted, et puis du coup ils en ont fait au moins 4 épisodes qui ont connu un succès fulgurant, franchement, les Uncharted. Alors du coup ça leur a fait rapporter en gros pas mal de pognon, et ça a un petit peu donné l'attitude en fait pour imaginer des projets beaucoup plus ambitieux. En tout cas, à la pointe, toujours plus à la pointe techniquement, repousser le côté technique, mais aussi aborder des thèmes plus matures, plus forts, plus sombres et plus adultes. Et c'est ce qu'on va voir du coup c'est ce qui a donné The Last of Us et The Last of Us Part 2. Donc je vais faire rapidement le pitch, et puis après on va aller dans le vif du sujet de ce qu'on a pensé de la série télé, surtout, vu qu'on n'a pas joué au jeu, on va pas comparer avec le jeu, mais on va essayer de dire, en gros, nous en tant qu'avec un œil de passionnés de cinéma, de séries télé, en gros, qu'est-ce qu'on en a pensé et comment on s'est laissé embarquer ou pas dans ce film, enfin dans cette série télé. Ouais, et puis après, on va essayer de dire 2-3 mots sur un peu ce qu'on pense ou ce qu'on comprend des films. Donc la série est clairement une série du genre post-apocalyptique. Donc, oui, complètement, ouais. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait peut-être parler de 2-3 petits films dans ce genre-là. Oui, on va vraiment, donc du coup, dans une seconde partie, donc on va faire notre petite critique de ce qu'on a pensé de la série, et après on va aborder un peu plus en longueur du coup le genre du cinéma, en tout cas des œuvres post-apocalyptiques à travers différents récits, parce qu'on va... On va dire post-apo. Post-apo, voilà, c'est du post-apocalyptique. Ouais, c'est vrai que c'est chiant à dire. Grave. On va foirer. Mais c'est vrai qu'on va aborder ce genre parce que, en fait, c'est un genre qu'on a tendance à se dire qui est très populaire déjà depuis la fin des années... depuis là, nos années fin 90-2000, alors qu'en fait, c'est un genre qui existe déjà depuis pas mal d'années et décennies, en fait, même depuis presque le début du cinéma. On va le voir, on va nommer
quelques exemples. Et du coup, bah voilà, The Last of Us, c'est un digne héritier encore une fois de cette ère post-apo. Donc on rappelle, on suit les aventures de Joel et Ellie en fait, qui sont il y a eu une grosse pandémie mondiale liée à un champignon. Le champignon qui s'appelle le cordyceps, en fait, qui a la particularité, en fait, donc qui a muté et qui a la particularité de s'intégrer, de s'infiltrer en fait dans le corps et de prendre possession du corps et des esprits en fait de son hôte, et du coup de les transformer en des espèces de zombies, de survivants. Et après, on découvre qu'il y a différents stades d'évolution du coup du champignon qui en fait transforment encore plus les infectés. Et du coup, on suit les vestiges de cette humanité qui survit à travers des zones démilitarisées, des zones de quarantaine, donc les fameuses ZQ, et donc qui sont un peu l'archétype de ces sociétés un peu totalitaires qui essaient de maintenir un certain ordre, tu vois, à coup de flingue, et puis qui s'affrontent contre des Lucioles, qui est un autre groupe de rescapés, qui sont eux plutôt les rebelles à la Che Guevara, et puis qui veulent essayer de redonner un semblant de démocratie et puis de justice, en fait, comme il y a eu à l'époque. Donc il y a cet affrontement-là, et au milieu de tout ça, il y a Joel et Ellie sur lesquels on va suivre en fait ces deux personnages au cours d'un périple, du coup pour sans trop spoiler, en gros, essayer de survivre dans ce monde. On va pas trop non plus spoiler, ou est-ce qu'on spoil directement ? Non, bah je pense idéalement, on y va. Si on peut éviter de spoiler, mais si jamais, j'espère que vous avez regardé la série avant quand même d'écouter ce podcast, parce que voilà, on va quand même aussi y aller un peu franc jeu quand même. Et du coup, voilà, donc la série a été adaptée donc par Neil Druckmann, créateur donc du coup du jeu vidéo The Last of Us, et de Craig Mazin, qui était le scénariste de la série surprise Tchernobyl. Excellente série aussi sur HBO. Donc les deux personnes se sont associées. On voit que Craig Mazin, avec son goût pour l'univers aussi un peu post-apocalyptique nucléaire avec Tchernobyl, qui s'associe avec Neil Druckmann avec un univers post-apocalyptique de pandémie et de virus, et ben les deux mecs, franchement, ils se sont rencontrés et ça a donné l'adaptation télévisuelle. Et toi, Manu, alors déjà, qu'est-ce que t'en as pensé de cette série ? Eh bah écoute, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça assez sympa. Je m'attendais à pas grand chose, d'autant que les séries, par exemple comme Walking Dead, alors maintenant ça m'a donné un peu envie de revoir, enfin j'ai jamais accroché, j'allais dire. Les séries, tu dis un peu zombies et tout ça, t'as pas trop, de manière générale, t'as pas trop aimé ? Non, non, mais il y a ce truc surtout Walking Dead quoi. Et moi ça me fait, voilà, j'ai pensé à ça au début, je me suis dit bon, on va voir. Si finalement ça, parce qu'en fait c'est un peu toujours le même schéma quoi. Ouais. Donc voilà, tout ça pour dire que j'étais pas très chaud au début. Ouais. Et mais j'ai bien accroché, et bien que ce soit pas forcément le truc finalement le plus original, mais ça a réussi à me toucher et à m'intéresser quand même quoi. Oui, moi c'est pareil aussi. Je dirais pas que en fait c'est une énorme série, en tout cas. Moi j'étais super emballé au tout début, pour être honnête. Je me suis dit, à quoi bon faire en fait une adaptation de ce jeu, pour refaire la même chose que le jeu. C'est pour refaire la même chose, et le jeu qui est déjà en soi une œuvre presque cinématographique en fait, parce que. Alors c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'apparemment je dis apparemment parce que du coup je l'ai pas fait, mais il est très narratif le jeu. Il est très narratif, il y a des cutscenes très cinéma, on sent qu'il y a beaucoup d'empreintes cinématographiques. Donc en fait en soi le jeu. C'est déjà un film. C'est déjà presque un film, en tout cas dans les cinématiques et les cutscenes. Et puis après, effectivement, tu passes au gunfight, infiltration, où tu contrôles le personnage. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, si les gens, en fait, ils ont envie d'une œuvre un petit peu à part pour découvrir The Last of Us, s'ils aiment le cinéma et puis s'ils aiment le genre, et ben ils ont qu'à essayer, ils ont qu'à jouer au jeu. Et là, ils rentrent dans tout ce que les développeurs ont voulu mettre, aussi bien en termes de gameplay. Donc je crois plutôt que justement ils ont essayé de toucher un autre public que celui qui joue justement. Et ben voilà, ils se sont dit, bon alors à mon avis je pense qu'ils ont vachement capitalisé parce que le jeu a eu un succès de fou, et puis une aura de fou aussi auprès de la plupart des gens. Ça a même remonté les oreilles, ça a remonté jusqu'aux oreilles en fait de ceux qui n'étaient pas gamers. C'est un peu ces jeux phénomènes, un peu comme GTA, tu vois, même les non-gamers, les personnes lambda ont entendu parler de GTA. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens. Le Game of the Year ou un truc comme ça. Game of the Year pendant plusieurs fois, l'un des éléments, enfin des articles, des œuvres vidéoludiques et des œuvres d'art artistique les plus vendues de l'histoire, de toute l'histoire. Enfin, c'est un truc de fou. Et à mon avis, The Last of Us, ça a été ça aussi. Donc c'est clair qu'ils se sont dit, on va capitaliser là-dessus. Et puis forcément, les mecs, ils sont pas forcément joueurs.
les non-joueurs, tout ça, et ben il faut quand même leur proposer quand même une histoire qui est quand même captivante et attachante. Donc en fait, voilà. Je pense qu'ils étaient confiants. Enfin, ils savaient qu'ils tenaient quelque chose de bien dans le jeu. Enfin, je sais pas comment c'est né l'histoire. Ça se trouve, c'était peut-être même pas. Ça devait peut-être même pas être un jeu à la base. Je sais pas. Alors mais, le jeu, des à fois, la t'as base, une idée et puis finalement, ça devient un jeu, mais ça aurait pu être un film. C'est tout con parce qu'en fait, donc le projet de jeu initial qui a été porté par Neil Druckmann et puis Bruce Stradley, donc tous deux développeurs chez Naughty Dog. Donc du coup, en fait, l'idée, juste pour la petite anecdote, l'idée de faire le jeu The Last of Us, enfin développer l'histoire de The Last of Us, qui a remplacé une énième suite de Jak and Dexter. À la base, ça devait être ça. Mais après, les deux comparses, en fait, ils regardaient la télé, ils regardaient une émission animalière, un documentaire animalier de la BBC, et puis ils ont vu ce fameux reportage sur des fourmis qui étaient infectées par ce champignon, le cordyceps, parce que le cordyceps, faut le dire, hein, c'est pas un truc inventé, c'est un réel champignon. Le seul truc que la série a porté et qu'on voit déjà et que l'un des personnages exprime au début de la série, au tout début du premier épisode, dans cette interview de télé, où il dit imaginez que ce champignon comme le cordyceps qui infecte les gens, qui infecte les organismes, les végétaux ou animaux, imaginez qu'il mute. Et imaginez qu'ils s'en prennent à l'humanité, qu'ils s'en prennent à nous, alors là on est tous foutus. En gros, la série elle te pose des trucs comme ça dès le début. Oui, parce qu'en plus je crois que même dans le documentaire ils disent bien que genre il prend possession du cerveau, quoi, en fait. Voilà, c'est même pas une maladie ou un virus qui te tue. Il te prend, t'es plus toi, il te prend le cerveau, il te contrôle. Je sais pas si t'as vu la vidéo, et dans la vidéo on voit bien, c'est assez marrant, ça dure 4 minutes, c'est trouvable sur YouTube, et t'as cette fourmi, en fait il y a une espèce de plante qui lui pousse, et c'est en time-lapse, donc tu vois l'accélération, mais je trouve c'est fascinant, c'est voilà, c'est assez traumatisant. On dirait vraiment un extraterrestre qui lui sort de la tête, et en fait c'est totalement réel, quoi. Et du coup c'est cette vidéo-là, c'est ce documentaire-là qui a donné l'idée à Neil Druckmann et puis à Bruce Stradley de lancer The Last of Us. Voilà, ils se sont imaginés et si ça arrivait à l'humanité. Donc ça c'est pour l'histoire. Après voilà, moi j'étais très réticent jusqu'à ce petit moment où j'ai appris qu'en fait il y avait Craig Mazin qui allait en fait être associé au projet, et qui dit que quand t'associes Craig Mazin et puis à Tchernobyl, moi qui ai adoré Tchernobyl, c'était une des meilleures séries que j'ai pas vu depuis des années, tu vois, c'était vraiment le gros coup de cœur. Adoré aussi, ouais. Et là je me suis dit s'il y a ce mec dans l'histoire, vu le travail qu'il a apporté, bon il est pas tout seul, hein, il est pas tout seul à avoir apporté le truc, mais il est quand même scénariste, et vu ce qu'il a apporté dans Tchernobyl, je me suis dit ça mérite quand même de ah oui, donc toi s'attarder. Moi je savais même pas alors que c'était lui, donc c'est pour ça que ça me parlait pas, mais toi du coup ça t'a donné envie grâce à lui. Voilà, c'est ça m'a interloqué sur une phrase, voilà, sur un article en tête, voilà, va s'associer avec le showrunner ou producteur de Tchernobyl. Et franchement, et après, donc du coup, après, à la découverte de la série, en fait, moi, je suis un peu comme toi aussi. C'est pas la grosse série du siècle, ça a pas l'affect peut-être que j'attendais avec Tchernobyl, mais ça se laisse vraiment regarder. Et là où je me demandais, en fait, où est-ce que les créateurs allaient plutôt orienter la série? Est-ce qu'ils allaient vraiment la jouer ludique comme le jeu vidéo? Est-ce qu'ils allaient vraiment essayer de travailler, par exemple, les interactions avec les clackers, avec les hordes, comment survivre lors de gunfights, de trucs comme ça? Ou alors, est-ce qu'ils vont aller plutôt faire un truc beaucoup plus attardé sur les émotions, les interactions entre les personnages, les sentiments, etc. Et je pense qu'ils sont plus allés dans cet clairement, axe-là, clairement, c'est vraiment axé sur les deux personnages principaux, hein, et la relation donc entre cet homme qui au début on voit même qu'il a perdu sa fille et qui va se retrouver avec justement donc une autre jeune fille sur les bras, quoi. Oui. Qui doit l'amener à un hôpital à l'autre bout du pays ou je sais plus où pour voilà, parce qu'en fait elle a été mordue et elle a été mordue, elle s'est pas transformée. Donc voilà, ils se disent que peut-être qu'il y a moyen de faire un remède grâce à elle. Et voilà. Et du coup, Joël, s'il te plaît, escorte Ellie dans un hôpital, en gros, qui est à l'autre bout des États-Unis parce qu'ils partent de Boston.
dans une zone de quarantaine de Boston, et puis ils doivent l'emmener non loin de Salt Lake City. Alors c'est déjà, donc là vous imaginez la grande traversée là, comme le jeu, voilà. Donc on est vraiment sur une série de style road movie, parce qu'en fait à chaque épisode en fait c'est la marche, on sait pas sur quoi on va tomber, on tombe sur des pilleurs, on tombe sur des infectés, on tombe sur des personnes qui peuvent nous aider, sur des obstacles, et puis on a vraiment et là moi je trouve que déjà, le premier point fort, et qui est lié aussi je trouve un gros point fort visuel déjà de la série, c'est cette marche en pleine nature et dans ces zones dévastées. Je trouve que ça marche très très bien. Ouais, moi j'aime bien aussi toute cette partie. Il y a beaucoup de parties dans la nature. Marché contemplatif, quoi. C'est ça. Et qui, du coup, comment dire, qui est un peu plus original, puisque d'habitude, c'est vrai que ce genre de film, c'est plus, par exemple, même les zombies, etc., c'est très urbain en général. C'est très urbain, et le truc, moi, qui m'avait fait un peu peur au début, dans le premier épisode, je me suis dit, ah putain, j'espère que ça va pas s'éterniser dans des phases interminables de dialogue, de règlement de compte, dans la ZQ, tu vois, enfermer tout ça. Ouais. Et non, à la fin de l'épisode, t'as ce plan juste magnifique, tu vois, où la caméra s'élève avec la musique des années 80 qui suggère en fait qu'il va y avoir un danger. Ça, on vous laissera voir dans l'épisode, en gros, quels sont les codes musicaux liés à ce qui peut arriver dans le monde. La caméra qui s'élève, il pleut avec les ruines au loin, et puis on voit Joel et Ellie en fait partir à la marche, et tu dis, ah bon, en fait là, l'aventure va commencer. Ouais. Et c'est ça qui est génial, quoi. Je me suis dit, on va sortir des ZQ, donc et moi, ce que j'avais peur, c'est que ça rejoigne un petit peu ces genres de séries carcérales, tu vois. C'est moi ce que j'aime. Moi, j'aime pas. Ouais. Moi, les séries carcérales, j'aime pas, parce qu'on est enfermé toujours, des règlements de compte, de cours de récré, tu vois. Ouais, des espèces de huis clos. De huis clos. T'as fait ci, t'as fait ça. Non, alors là, c'est pas du tout ça. Et c'est pas du tout ça. Au contraire, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a l'image est jolie. Je sais pas, il y a un truc qui, le rythme aussi est assez lent finalement. Et il prend la série prend son temps. Et voilà, c'est bien, moi je trouve cool ce rythme-là, je l'aime bien. Il n'y a pas forcément besoin d'action, il n'y en a pas tant que ça finalement, mais quand elle est là, elle est bien là, tu vois, il y a des bonnes scènes, moi je trouve assez marquantes quand même, dont une où il y a un trou qui se fait, qui est des espèces de des infectés qui sortent du sol. Ah oui, quand ils bonne scène d'horreur, tout d'un coup là, d'action. Ils sortent tous en horde. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un peu de tout à boire, à manger pour tout le monde. En fait, c'est que tu voulais ta petite séquence avec une horde, et en fait, elle sort. Voilà, cette scène, elle sort de terre, et puis t'as la horde plus les gros là qui viennent. Les tout boss là, ceux qui sont au stade ultime. Là, tu te dis, mais je me demande à quel point. C'est vrai qu'on n'est pas très professionnel parce qu'on n'a pas joué au jeu, du coup on peut pas très comparer, mais on peut pas vraiment comparer, mais autant je pense que donc on disait c'est pas non plus c'est pas le truc le plus original que j'ai vu non plus, c'est vrai. Je pense qu'en jeu par contre, pour le coup, puisqu'apparemment la série est quand même assez proche du jeu, puisque on n'est pas au cinéma, on est en train de jouer, je pense qu'il y a un côté bien plus inédit quand même, j'imagine, de se dire là je suis devant quelque chose que j'ai jamais joué avant, j'ai jamais vu ça à un tel niveau de, je pense, en termes de narration, parce que j'imagine que le jeu a le même rythme et à peu près le même style quand même. Et le jeu tu l'abordes aussi comme ça, en marchant et puis en explorant, et puis après tu peux te faire surprendre parce que d'un coup tu marches avec Joel et Ellie marchent, et puis d'un coup t'as un mec qui arrive, qui déboule, là vous êtes qui, voilà, asseyez-vous, puis après là tu prends le choix et c'est gunfight ou pas, la scène contre les claqueurs. À la Red Dead un peu. À la Red Dead, oui, d'ailleurs c'est marrant que tu parles de Red Dead, bon là on digresse un peu sur le côté jeu vidéo, mais quand tu vois The Last of Us partout, quand tu commences à pouvoir diriger Ellie avec un cheval un petit peu dans cette nature un peu hivernale, ça rappelle un peu. avec cette musique. Un peu comme ça, posé à la guitare, on est clairement dans Red Dead. Et du coup, ça marche très bien. Alors, les scènes d'affrontement, elles font très jeux vidéo, parce que là aussi, je pense qu'ils ont respecté aussi les hiérarchies dans les infectés. Donc en fait, il y a des degrés d'infectés. Ouais. Les infectés au stade premier, en fait, c'est des mecs qui ressemblent à toi et moi, et puis qui sont et puis qui courent, machin. Et puis après, t'as des infectés comme les claqueurs, ceux qui sont aveugles et puis qui ont un gros champignon à la place de la tête, et puis qui sont juste bien dégueulasses. Et puis après t'as des stades encore ultimes comme le gros qui sort. C'est les boss. C'est un peu comme les boss. C'est un peu comme les boss, c'est ça, mais je trouve que visuellement, alors pour avoir vu quand même pas mal des images du jeu de The Last of Us, il y a plein de trucs, mais c'est exactement ça. Les claqueurs, c'est exactement ça. C'était même une critique un peu, que ça ressemble trop au jeu. J'ai entendu ça. Alors il y a eu ça, mais aussi il y a eu des critiques. Alors à chaque fois qu'il y avait que le nouvel épisode sortait, il disait oh là là, l'épisode qui va diviser les fans. À chaque épisode, t'as eu ça. Ouh là, c'est l'épisode qui va diviser. Et encore un, c'est l'épisode qui va diviser. Alors,
là, c'est peut-être l'interrogation à quel point, à quel point en fait la série en fait elle est partie dans un sens ou elle est partie dans l'autre. Mais en tout cas, je pense qu'elle a quand même pris aussi des libertés. En tout cas, elle s'est vachement appuyée sur les. Moi, du coup, je vais essayer de jouer au jeu maintenant. Et donc je verrai bien si je sais tout à l'avance. Mais la série, elle se laisse. Après, je pense que de toute façon, sans avoir joué, elle se laisse porter, elle se laisse regarder sans problème. Franchement, je trouve que rien que oui, bah plus que ça même, plus que simplement, je trouve se laisser regarder, c'est que en fait, oui. Alors il y a un truc au moins. Enfin, je trouve que c'est hyper important, évidemment, d'être pris par les personnages et par ce que tu regardes. Donc là, émotionnellement, c'est vraiment là qu'ils ont un peu axé l'histoire. Et l'histoire de ces deux qui, au début, tout les sépare, même le style. C'est le moteur total de la série. Oui, mais c'est normal parce que voilà, il y a une sorte de contraire aussi entre eux dans le style, etc. Oui. Lui, on va apprendre qu'en fait, finalement, en fait, il est quand même c'est quelqu'un de très violent, froid, mais bon, après, dans le monde où il est, c'est cohérent avec le fait qu'en fait, il a perdu sa fille dès le début, et puis en fait, du coup, il a perdu une partie de sa vie, et puis il faut vivre avec ça derrière, parce que c'est quand même passé pas mal d'années en fait entre. Parce qu'en fait, le début de l'épisode vous plonge littéralement dans le chaos, en fait, donc comment c'est arrivé, puis après, on est plongé en gros 30 à 40 ans plus tard. Et puis voilà, on reprend l'histoire maintenant avec qu'est-ce qui s'est passé après, d'où le post-apo, du coup, voilà, qui a ravagé. Et en fait, on le sait très bien qu'il y a l'affection filiale qui va retrouver en fait avec Ellie. Bien sûr que dès que t'associes que Joël a perdu sa fille et puis va rencontrer Ellie, ça va être un peu... sa fille de substitution. Voilà, ça c'est clair, on le sait. Mais en fait, la grosse difficulté, c'est comment tu vas le faire croire. Comment tu vas y faire croire en fait à ça. Et je trouve que là, faut le faire, oui. Et je trouve que là, ça a été suffisamment bien écrit. Je trouve que c'est quand même très bien écrit, en tout cas dans les relations. Oui, dans chaque épisode. C'est assez fin, quoi. C'est pas un truc où tu te dis c'est cousu de fil blanc, mais je pense que ça a beaucoup avec le rythme aussi, moi, je pense. Oui. Il y a quand même ce truc de... Ça a besoin de prendre son temps et puis de se découvrir. Des petites émotions, tu sais. Ouais. Il y a ce côté-là un peu minimaliste, en fait, tu sais. Ouais. Un peu vide. Oui, qui rappelle un petit peu en fait le côté vide en fait de ce monde dans lequel ils sont. Donc ça match. Ça marche très bien. Et puis le côté, je sais pas, les fois où tu vois, et tout marche dans le sens où en fait ils t'ont suffisamment fait amener en fait la découverte de Joël et d'Ellie qui se découvrent l'un les autres. Joël bien sûr très fermé au début, elle qui est très espiègle, qui est très rentre dedans, qui a toujours la bouche ouverte à sortir des blagues. Moi je trouve que l'actrice qui joue Ellie, Bella Ramsey, je crois elle s'appelle, que vous avez sûrement déjà dû voir dans Game of Thrones, si vous avez vu Game of Thrones. Moi je trouve qu'elle joue mais super bien l'adolescente. Au début elle a un peu une tête à claque. Alors elle a la tête à claque. Alors c'est vrai, oui, alors complètement, hein, elle gueule, voilà, elle est rebelle et tout ça. C'est le but, hein, mais je la trouve tellement touchante, tellement attachante, parce qu'en fait, c'est vrai que là c'est bien retranscrit en fait d'une adolescence en fait qui est née après notre monde. Oui, parce qu'elle est née après l'apocalypse. Elle est née après l'apocalypse, donc tu vois, et il y a plein de petits trucs, tout passe par le dialogue, hein, tout passe par le dialogue, ce qui se raconte, et quand les deux personnages arpentent la route, se déplacent, forcément ils parlent, tu vois, tu parles de tout et de rien, et du coup... oui, puis elle a un style assez brut, parce qu'elle est très garçon manqué, et du coup, elle a ce côté masculin et rentre dedans, en fait. Ouais, on voit aussi dans les flashbacks, elle défie à peu près tout le monde tout le temps, quoi, parce que elle, du coup, elle est dans comment dire, parce que dans ce monde après l'apocalypse, en fait, il y a des groupes qui se sont formés, et puis il y a des comment j'allais dire des groupes politiques, mais des groupes étatiques. Là, il y en a un qui gère il y a deux grandes factions qui sont les rebelles et les gens du gouvernement, on va dire. Oui, qu'ils ont une du gouvernement. Ils ont un nom d'ailleurs, ceux qui régissent la FEDRA. Ouais, la FEDRA qui eux qui doit être la fédération des je sais plus quoi. Ouais, mais bon, c'est ce qui reste en fait de l'état militaire qui a été fait avant, et puis ils se sont dit en fait si on veut qu'on s'en sorte, il va falloir respecter les règles, puis maintenant personne ne sort, personne ne rentre, machin et tout. Puis alors, du coup, c'est devenu une dictature. C'est ça. Dictature contre laquelle combat
les Lucioles du coup, et puis entre-temps il y a encore d'autres petites factions qui elles sont pour leur compte, qui vivent complètement isolées. D'ailleurs il y a ce village absolument what the fuck, où tu t'aperçois que il y a toute une tribu, en fait il y a toute une colonie qui vivent là en fait dans cette et qui vivent très bien quoi. Ils sont dans ces montagnes à utiliser, ils ont réussi à faire refonctionner le barrage du coup pour alimenter tout leur petit village, et là c'est vrai que tu pars des trucs de... Ils traversent des éléments de chaos. Ils traversent des villes où tout est en ruine, tu vois. Et t'as les paysages typiques post-apo zombies, où t'as la nature qui a repris ses droits sur les buildings complètement détruits, les bagnoles partout, tu vois. Et là, t'as ce petit village, t'as l'impression qu'il ne s'est rien passé. C'est vrai, ils ont même un cinéma, ils ont un cinéma, ils ont des bars, ils ont de l'alcool. Et ça, bien sûr, électricité. Et ça, bon, ça, tu le vois très bien dans le jeu. Et puis dans The Last of Us Part 2 aussi, il y a beaucoup ça hein, dans le jeu aussi. Mais voilà, ça marche très bien. L'alchimie entre les deux marche très bien dans le sens où, quand tu vois que Ellie, par exemple, se fait enlever, et quand tu vois Joël qui réagit au quart de tour pour aller la sauver, bah, moi franchement, je sais pas toi, mais moi j'étais avec lui. J'étais, mais putain, mais il va pas la retrouver. Ouais, va la retrouver. Oui, il y a un truc un peu touchant. Hein, malgré les excès de violence qu'il lance. Ouais, puis. Bah oui, alors lui, ça aussi, c'est une autre partie de la série, c'est que c'est assez froid, quand même, comme il montre les morts et comment il. Les exécutions, quand ça tue, quand ça tranche. De sang-froid, quoi. On voit que voilà, là, la série ne cache pas ça, et il y a ce côté, bah voilà, il y a aucune gloire et tout, mais il y a même pas d'hésitation en fait. Donc du coup, c'est assez rare quand même d'avoir un personnage principal, donc vraiment un gentil, qui est à ce point, qui vrille, mais de manière froide, quoi. Pas, il vient pas fou, il est juste tout simplement. En fait, je pense que il est vraiment rentré dans ce truc de survie, qui c'est lui ou moi, quoi. Oui, et puis en plus super dépressif. Je pense que voilà, c'est quelqu'un de profondément dépressif, Joël, qui doit vivre avec ça. Il a vécu des années avec ça, et le fait que moi, du coup, sur la fin de la série, moi, c'est quand je te dis que j'ai versé ma petite larme, parce que franchement, moi, je trouvais d'une ultra touchant, puis en même temps ultra glauque, parce que t'es confronté en fait entre t'as de l'affection et de la sympathie, parce que tu vois, en gros, putain, Joël s'ouvre un peu, il parle enfin de sa fille, tu vois, qu'il a perdu, il parle qu'il voulait en finir, il parle, voilà, et puis il s'ouvre pour une fois à Ellie, et en même temps il lui fait le plus gros mensonge, la plus grosse trahison de sa vie, quoi. Et ça te laisse là-dessus, quoi, et tu dis, mais putain. Ouais, elle lui demande de... Oui, parce qu'il lui raconte quelque chose, et puis bah, elle lui demande de jurer, et il jure, mais... Jure-moi que ça s'est passé exactement comme tu me l'as dit. Oui, je te le jure. Ouais. Et il y a un moment de blanc, évidemment, sur elle, tu vois. Elle a capté. Est-ce qu'elle sait ou pas ce qui s'est vraiment passé? Puis elle le teste en lui posant la question. Et puis du coup, t'es resté là-dessus. Et en même temps, voilà, il dit à Ellie, écoute, en gros, tu vois, je voulais en finir, et toi, t'es la personne qui m'a empêché d'en finir. Ouais. Du coup, elle a une nouvelle responsabilité, en plus d'être potentiellement un remède. Ouais. Maintenant, elle devient aussi, en fait, la raison de vivre à ce gars, quoi, à Joël. Oui. Ce qui l'a complètement aussi vrillé, et ce qui a complètement changé et c'est ce qui l'a motivé dans ce dernier acte, dans cet épisode final, très très controversé du coup, parce qu'on sent que voilà, il a agi par... Donc de la première saison, parce qu'il y aura une saison 2. Il y aura une saison 2, oui, parce que là, la fin de la première saison, ça vous laisse en suspension comme ça, sur mes putains. Ouais. Quand la vérité va se savoir, ça va péter. Et ceux qui ont joué au jeu, vous savez comment ça se passe, comment évolue. Moi, j'avoue, je le sais aussi un petit peu. J'étais un petit peu spoilé sur les séquences, un peu comment évolue après la relation entre Ellie et Joël. Voilà, donc franchement. Mais si vous n'avez pas joué au jeu vidéo, je trouve que les personnages sont suffisamment attachants. Que en fait, moi, si tu veux, pendant encore 20 épisodes, moi, je pourrais les suivre à chaque épisode. Il leur arrive des bricoles à chaque fois, où il s'en sort toujours plus grandi. Et ça, je trouve que ça marche très bien dans la série. Et moi, si tu veux, encore sur 20 épisodes, moi, je peux les suivre quand tu veux. Hein. Bah, écoute, on va voir. Hein. On va voir ce que ça donne cette saison 2. Mais c'est vrai que ça donne envie de voir la suite, quoi. Ça, c'est clair. Est-ce que ça t'a réconcilié avec l'envie de regarder, du coup, The Walking Dead? Parce que là, t'es parti pendant au moins 12 saisons. Ouais, alors ça, par contre, ça donne pas envie. Mais je vais retenter et on verra. Après, c'est vrai que je me dis toujours que les séries qui marchent, même si ça marche pas forcément direct dans le premier épisode,
il y a quelque chose qui fait que je continue la série. Oui. Bah, typiquement là, tu vois, pour quelque chose quand même d'assez... Bah oui, quand même, c'est dans le même style aussi que Walking Dead. Walking Dead, alors peut-être des fois c'est pas le bon moment aussi, mais c'est vrai que j'avais arrêté assez rapidement. Pourtant, Dieu sait ce que j'aime les films d'horreur et voir les films de zombies, mais je trouvais que c'était un peu, voilà, quoi, c'était entre enfin, rien de nouveau avec les zombies, et puis très vite, c'était... peut-être ce qui me dérangeait, mais après ça c'est très subjectif, c'est que dans Last of Us, il y a vraiment 2 personnages principaux, Oui. donc je trouve qu'il y a ce côté solitaire et... Oui, face à la cruauté du monde, et c'est bien suffisant. à côté de la comment dire, de la société, quoi. Et alors que Walking Dead, il y a quand même cet aspect de groupe, je trouve, qui se prête bien à la série, du coup, parce qu'il y a plein de personnages, mais qui, moi, me gonflent un peu plus. Oui, moi ça m'a vite gonflé aussi, parce que il y avait un petit peu ce côté cours de récré quand même. Non, mais tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Enfin, il y a des trucs des fois que c'est ça tournait, des petites histoires. ça tournait en rond sur leurs petites histoires, justement ce que The Last of Us évite. Et parce que Ouais, moi je trouve que ça se veut plus. Alors après, peut-être que ça marche pas sur tout le monde, mais ça se veut même plus profond quand même, un peu plus réflexif aussi. Oui, après, ce genre de truc, ouais. ça peut aussi être chiant, mais là pour le coup, je trouvais que c'était un juste milieu. Après, c'est vrai que c'est HBO qui fait ça aussi, donc ça explique un peu que donc, ce soit. c'est assuré qu'il y a de la qualité. Et puis, pas de faux pas non plus. Ouais. Donc voilà quoi. Non, moi j'ai bien aimé, je recommanderais, surtout que voilà, une série qu'on regarde. Bon, il y a 9 épisodes, donc ça va. Mais une série que je regarde pareil, très volontiers comme ça, que j'attends la suite. Donc non, c'est cool, moi j'ai bien aimé. Ouais, pareil. Ouais, c'est vrai que je pourrais même revoir des fois des épisodes. Franchement, honnêtement, il y a des épisodes que je pourrais revoir, rien parce qu'il y a des petits moments. C'est pas la série que tu dégustes en fait pour savoir ce qui va se passer, puis en fait, en gros, les épisodes, si tu veux, c'est des épisodes jetables. Lost, c'était beaucoup ça. Malgré quelques épisodes, pour le côté émotionnel, j'avais envie de les revoir. Et là, c'est pareil, The Last of Us, je trouve que c'est plus sur la notion de voyage et puis de comment les personnages évoluent, puis grandissent et puis apprennent ce qu'ils ont vécu, et puis vivent après avec ça, ce qui fait que ouais, moi je les mettrais volontiers. Donc ouais, donc on vous recommande, franchement, The Last of Us, que vous ayez ou non joué aux jeux vidéo, et allez-y, ruez-vous dessus. Franchement, ça vaut carrément le coup. Vous voulez mettre la petite note? Je savais plus si on mettait une petite note ou pas. Ah ouais, la note, ça, putain, j'étais là, mais la note de musique, je crois que tu parlais. Parce qu'il y a des... Ah oui, la petite note, j'ai cru que tu allais mettre une petite note. C'est la petite note de musique. Alors, la petite note, oui, alors la note. Moi, je mets 8. 8 sur 10. 8 sur 10, ouais, c'est ce que j'allais faire aussi, ouais. 8, voire 9 pour certains beaux passages, mais globalement, 8. Ouais, 8, moi, ça me paraît bien aussi, voilà. Je sais pas si ça va vous aider un peu à vous éclairer sur... Mais je pense que ça en dit quand même long sur ce qu'on a pensé de la série. Voilà, ce qu'on va. Alors, je sais pas si on passe un peu juste dire oui, 2-3 mots sur le genre et voir d'autres films, parce que effectivement, voilà, il y a aussi d'autres choses qui sont à voir dans ce genre-là. Si vous aimez le post-apo. Alors, si vous aimez le post-apocalyptique, ça carrément. Donc oui, donc voilà, on va revenir maintenant comme tu dis, au genre post-apocalyptique à proprement parler. Donc alors, gros sujet, le genre post-apocalyptique, parce que c'est le genre traité en fait qui peut être assez vite associé et lié en fait avec d'autres genres en fait. Donc déjà, on peut le dire que c'est un sous-genre de la science-fiction qui a été aussi bien qu'on peut retrouver aussi bien au niveau littéraire que dans les films ou les séries télé. Donc en fait, par définition, ce qui dit post-apocalyptique en général, ça part toujours d'un principe où il y a eu une apocalypse, il y a eu un clash, il y a eu un crash sur Terre qui a décimé l'humanité, et on part de ce postulat pour en fait explorer la vie après cette apocalypse, qu'est-ce qui reste après, comment l'humanité, les survivants en fait, et ça il y en a eu beaucoup déjà depuis des grands films plus connus dans les années 60, mais déjà c'est quelque chose de très vieux en fait, le post-apocalyptique, parce que je peux citer, là j'ai retrouvé en fait 2 précurseurs déjà méconnus en fait du genre, en tout cas au niveau littérature, que déjà en fait tu peux te rendre compte que dès le 19e siècle en fait on parlait déjà d'œuvres post-apocalyptiques dans les récits, notamment avec Le Dernier Homme de Jean-Jacques Baptiste Cousin de Grainville. Donc c'est une œuvre parue en 1805, donc ça date déjà. Donc c'est un poème en prose racontant la vie d'Omegret, un ultime survivant de l'humanité sur une terre stérile et mourante, voilà, inspiré du Paradis perdu de Milton. Donc là voilà, le mec dernier survivant de l'humanité, donc là on est clairement sur du genre post-apocalyptique. Et aussi on a les écrits de Louis-Sébastien Mercier, donc avec 2 œuvres comme 2440, Rêve s'il n'en fut jamais, donc ça c'est carrément sorti en 1771.
et qui traite, voilà, qui dépeint en fait un avenir un peu lointain sur Terre, et puis qui dépeint aussi une vision utopique d'une société en fait dans un avenir lointain. Donc en fait, dès même le fin du 18e et 19e siècle, en fait, il y a déjà des gens qui s'imaginent qu'est-ce que peut être la vie après une apocalypse. Et puis après, bah, du coup, en termes d'œuvres, on peut citer déjà après les plus grands qui ont beaucoup plus popularisé le genre avec des écrits de H.G. Wells, par exemple, avec La machine à remonter le temps. Et puis aussi La guerre des mondes. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux œuvres, deux grosses œuvres en fait qu'on peut citer. Où par exemple la machine à voyager dans le temps, et ben du coup le personnage voyage dans le temps mais dans le futur. Plus futur, jusqu'à en fait tomber sur une humanité complètement décimée, et puis les rares survivants sont divisés en deux espèces, donc les fameux Morlocks et puis les Élois, les Morlocks qui sont, je crois, au centre de la Terre, je sais plus, un truc comme ça, et qui sont sous terre, et puis la guerre des mondes, donc du coup donc cette invasion en fait de la Terre par des Martiens en fait qui veulent terraformer la Terre, qui veulent décimer la Terre. Peut-être que les gens connaissent un peu plus parce qu'il y a eu aussi une adaptation plus récente il y a eu l'adaptation de Spielberg, voilà, il y a déjà eu une autre adaptation. Alors bon, La guerre des mondes, il y en a eu plein, il y en a eu au moins 7 ou 8 50, dans les années 50 déjà. Il y a eu une adaptation, il y a eu le fameux canular d'Orson Welles à la radio qui a fait littéralement croire qu'en gros en fait, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, le canular d'Orson Welles était lors d'une émission de radio et faisait semblant de décrire en fait ce qu'il voyait, donc il faisait semblant de décrire une invasion extraterrestre. Et du coup, les gens y ont cru. Et les gens y ont cru. C'était un des fameux canulars radiophoniques les plus connus en fait de l'histoire. Sacré Orson Welles. Donc en gros, ça c'est pour les écrits en fait au niveau littéraire. Voilà. Donc ça c'est 19e siècle. Mais après, le cinéma s'est vite emparé du genre post-apocalyptique. Notamment surtout un film qui est quand même dans un des plus connus, tu vas nous en parler, alors oui, La planète des singes. La planète des singes, parce que alors il y a eu des films déjà même depuis les années 30 et les années 50 en fait qui traitaient de post-apocalyptique et surtout de post-apocalyptique nucléaire, parce que voilà, on était en pleine guerre froide, c'était post-Hiroshima. Il faut savoir que la plupart des films en fait post-Hiroshima, post-apocalyptique en fait parlent de nucléaire en fait. Vu qu'on a vu cette catastrophe qui a clos la Seconde Guerre mondiale, et l'apocalypse qu'on envisageait, c'était et si ces fous lâchaient la bombe nucléaire, qu'est-ce qui se passerait? Et du coup, c'est ce qu'on apprend du coup dans La planète des singes. Alors La planète des singes, donc pour vous rappeler un petit peu ce que c'est, donc on suit un équipage en fait de scientifiques qui voyagent à travers l'espace et le temps dans un vaisseau spatial, et donc mené par Taylor, incarné par Charlton Heston. Et du coup, en gros, plus ils avancent dans l'espace, plus ils avancent dans le temps. Donc en fait, les années s'écoulent beaucoup plus vite qu'elles ne s'écoulent sur Terre. Et après, il y a eu un problème qui se passe sur leur vaisseau, et puis qui les force du coup à s'écraser sur une planète inconnue et puis désertique. Et puis les survivants en fait sont contraints de trouver un environnement plus favorable pour survivre, parce qu'ils atterrissent littéralement dans le désert. Donc ils marchent à travers le désert. Ils rencontrent une oasis, et là la grosse surprise, et ce qui fait le gros truc du film, c'est qu'en fait ils tombent sur une race d'humains primitifs et muets qui se nourrissent en gros un peu des chasseurs-cueilleurs, et qui se font en fait attaquer, pourchasser et persécuter par les singes, des singes à cheval, des singes habillés avec des fusils et qui parlent et qui se prennent en photo sur leur trophée de chasse. Et puis alors là, c'est qui ont pris la place de l'humain, quoi. Qui ont pris la place de l'humain, et puis du coup c'est un véritable monde à l'envers. D'ailleurs Taylor il le dit dans le film, c'est que comment ce monde à l'envers a-t-il pu arriver, où du coup ils emprisonnent Taylor, puis ils voient épurer, pour les singes, eux, Taylor c'est le premier humain à parler. Et du coup, il y a toute une réflexion qui se passe. Est-ce que c'est le chaînon manquant entre le singe et l'homme? Parce que la société des singes a établi qu'en fait, le singe descend du singe premier, qui a apporté, il y a tout un truc, une réflexion religieuse dessus. Et puis, donc... Oui, si et puis il y a quand même le choc, il y a le fameux choc final. Alors, ça oui, mais même au début aussi, justement, cette planète inconnue, quand c'est vraiment, je crois qu'il y a même à un moment donné, il y a un peu des visions d'horreur, quoi, genre, je sais plus, attends, ça fait un moment que je l'ai vu, mais j'allais dire, il y a des humains qui sont sacrifiés. Oui, en fait, si tu veux, les humains sont vraiment... Les humains sont vraiment des animaux de foire, en fait. Ça veut dire qu'ils sont chassés, et puis ils servent soit de domestiques
ils peuvent servir de domestiques pour les humains, et ça, Ouais, on le c'est voit, ça. et ça, on le voit plutôt dans l'adaptation de Tim Burton, par exemple. Ils Ouais. prennent les enfants et puis ça fait voilà, un peu comme si le singe avait une poupée ou un animal de compagnie. Ouais. Mais aussi, il y a. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont transposé la société humaine avec toutes ses strates, donc politique, religieux, scientifique. Et puis il y a une espèce de procès en fait qui se fait sur Taylor pour savoir en fait si en gros il a une âme et s'il a été touché par le doigt en gros de Dieu mais pour les singes. Et puis on a une espèce de remake du procès de Valladolid sur le procès sur ces Indiens et pour ce débat en fait entre conquistadors pour savoir en fait si l'humain avait enfin si les Indiens avaient une âme ou pas, et ça arrive à Taylor quoi, donc Oui, puis alors même si c'est un vieux film, bon, on pourrait spoiler, mais pourquoi c'est un film post-apocalyptique? Il y a l'énorme reveal de la fin. Alors, si vous n'avez pas vu le film, voyez-le avant ce reveal. Mais Voilà, c'est qu'en fait, la planète sur laquelle ils ont atterri, bah, c'est la Terre. Et, c'est la Terre. Et ils le découvrent dans une scène culte de fin où ils tombent des nus devant quelque chose sur une plage. Et il hurle. Contre-champ, on voit qu'il y a donc la Statue de la Liberté enfouie sous le sable. En ruine, voilà. En ruine. Donc voilà, on découvre que c'est en fait notre planète, quoi. Voilà, cette planète, c'est la Terre. Voilà, je vous maudis. Ils l'ont fait sauter, c'est fou. Donc ils l'ont vraiment. Voilà, en gros, ils l'ont vraiment fait sauter cette bombe. Donc voilà, il y a eu cet apocalypse nucléaire. Et c'est là qu'on peut. Une des meilleures fins, moi j'avais. Une des meilleures. Marqué. Je le savais pas. Hein. Bon, du coup, c'est pour ça que on a spoilé, mais. Ouais, on a spoilé, mais voilà. Il faut en parler. Donc, mais c'est vrai que là, là, on disait que c'était un peu un des. Bien sûr, c'est pas le premier film post-apo, mais c'est vraiment un des vraiment plus populaires parce qu'il a vraiment posé de manière frontale et puis il a vraiment laissé un souvenir impérissable chez le public. Et déjà, rien que dans ce premier film, on peut voir déjà ce que tente de faire le genre, à savoir, en gros, dans un avenir lointain, on revient un petit peu sur les tares et sur les manquements qu'ont fait les humains à l'époque. Donc là, on part sur un jusqu'au boutisme apocalyptique, et puis en gros, c'est montrer, regardez, c'est reprendre les conséquences de la domination humaine, et puis en gros tu remets l'homme en fait à sa place en inversant les choses, et puis à travers cette société de singes en fait, tu retrouves en fait la société humaine telle qu'elle était en fait à une certaine époque où en gros elle se méfiait des étrangers, elle considérait en fait par exemple les Noirs, les Indiens comme non égaux, enfin en tout cas même pas comme des humains en fait, et du coup on retrouve toute une réflexion en fait sur notre propre société, toute une réflexion sur nous déjà à travers ce film. Alors c'est ça aussi, le genre se veut comme ça. Le post-apo, c'est aussi justement une manière d'expliquer notre monde au travers d'un film dans le futur, quoi. En le poussant vraiment dans les... Mais souvent, ça reflète, ça reflète un peu notre réalité, ou une possibilité de notre réalité, quoi. Et pour le coup, alors, La planète des singes, c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu différent, parce qu'il y a moins quand même ce côté, moi je trouve, survivaliste. Oui. Donc en ça, il est un peu différent. D'ailleurs, les post-apo, il y a des genres quand même assez différents, finalement. Parce que, par exemple, si on cite, je sais pas, mais même Mad Max 2, qui lui aussi est post-apocalyptique nucléaire. Alors c'est un post-apo clairement, mais c'est plus un post-apo SF action avec pas vraiment basé sur le côté survivaliste justement. Oui. Il n'y a pas le côté humain qui prend le dessus, je trouve, comme par exemple dans Last of Us, qui se focus vraiment là-dessus. Et après c'est vrai que moi je trouve que un des premiers qui se rapproche le plus finalement de Last of Us et de cette vague là où il y a aussi par exemple La Route qui est sortie début des années 2000 ou 2010 qui a vraiment ce côté vraiment rêche, un peu minimaliste et très porté sur les émotions des gens quand même. Et surtout sur la société en fait dans laquelle ils vivent, quoi. Il y a un côté un peu politique et social, il y a une réflexion sur notre monde. Et moi je trouve qu'un des premiers films comme ça, c'était donc un film qui est sorti en 73 qui s'appelle Soleil Vert. Ah, Soleil Vert, ouais. C'est un film que j'aime beaucoup. Alors c'était donc en 73, c'est aussi avec Charlton Heston. Ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs
Charlton Heston, il enchaîne 3 films post-apo, donc La planète des singes, Le survivant en 71. Oui, oui, c'est juste. Et donc, il a bien poussé le genre en fait de la science-fiction déjà de base. Il était fortement intéressé. C'est ça. Et donc Soleil Vert en 73. Mais je pense qu'il y a un truc un peu de... Moi, j'adore Charlton Heston, mais il a ce côté. Ouais, pareil, grave. Il a ce côté très un peu sauveur de l'Amérique, tu vois. Tu sais, un peu vraiment le héros américain. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a joué dans ce genre de rôle aussi. Ça lui allait bien, et puis c'était un acteur physique aussi, donc enfin physique, tu vois, il avait pas peur ça se voit quoi, il bouge beaucoup. C'est le mec fort, droit, c'est des merdes, il sait se battre, il sait réfléchir, il sait s'en sortir. Il était considéré assez justement qu'il pouvait jouer ce genre de rôle. Il est en posture de leader, déjà dans La planète des singes, c'est un leader, c'est un chef. Dans Le survivant, c'est un scientifique. C'est un scientifique émérite, qui a réussi aussi à survivre. Et ouais, c'est ça. Et dans Soleil Vert, alors, c'est quoi déjà le pitch de Soleil Vert ? Tu peux nous le rappeler Alors, Soleil Vert, alors comme je suis tellement nul pour les pitchs, je vais un peu faire un résumé de. C'est pour ça que je te demande. Tu vois. Alors, dans une année 2022 et une ville de New York de fiction, je dis bien de fiction, parce que, écoutez bien, les humains ont épuisé la quasi-totalité des ressources naturelles, les océans sont mourants et la canicule est présente toute l'année en raison de l'effet de serre, conduisant à l'épuisement des ressources naturelles, la pollution, la pauvreté, la surpopulation et l'euthanasie volontaire. Il existe une nouvelle forme d'aliment, le soleil vert, distribué par l'entreprise Soylent, donc parce que le titre en anglais c'est Soylent Green, qui gère la distribution alimentaire. Il s'agit d'un aliment préconditionné sous forme de tablette et qui parvient à nourrir une population miséreuse et dépassée par la situation. Donc en fait, tout tourne autour de cette... Puisqu'il n'y a plus de ressources naturelles, il n'y a plus de nourriture, c'est difficile à avoir de la nourriture, donc ils ont créé un truc de synthèse, qui s'appelle Soylent Green en anglais. Qui est censé donc que les gens vont se battre pour avoir cette nourriture parce que elle fait monopole et quand tu dis qu'il y a un monopole, ça va forcément à un moment donné où ça va clasher parce que tu exerces une pression sur le peuple et puis c'est comme ça qu'après toute la société migre vers un système totalitaire en gros régi par la force, par une police militaire qui en gros littéralement ramasse les mecs à coup de dictature qui ramasse les gens dans la rue à coup de camions Ben. Putain, ça il y a des scènes très fortes dans ce film, très traumatisant. Franchement, même la fin, le reveal là aussi, ça joue beaucoup sur le reveal en fait, lié au soleil vert, lié à cette nourriture. Ouais, c'est vrai. Et alors, ce qui est marrant, c'est pour ça que je disais, c'était marrant, New York en 2022. Ça, je me rappelais plus que c'était en 2022. Putain, d'ailleurs, quand on revoit les bandes annonces, 2022. Ah, la vache. C'est assez marrant parce que ils ont des masques. Non, je te jure, c'est vrai. Plus. Ah ouais. Et vraiment, t'as vu, j'ai un peu énuméré les raisons de l'apocalypse dans le film. C'est hallucinant à quel point c'est visionnaire quand même. C'est raccord, ça anticipe un peu ce qui va arriver, tu crois, ce qui va nous arriver. Ça fait vraiment écho à... Et en plus, c'était vraiment 2022 dans le film, donc c'est vraiment marrant pour ça. Ouais. Il y a plein de scènes très fortes dans ce film. Une intro, alors je sais pas si tu te rappelles le générique, qui est juste trop bien. C'est censé résumer depuis le monde rural jusqu'à donc le monde de 2022 apocalyptique et en surpopulation. Ah, c'est ça, c'est un espèce de montage photo de ce qui est arrivé après, de ce qui se passe, jusqu'à ce qui résume 100 ans en gros, mais en un montage de 3 minutes avec, ça te met dans le film. Tu comprends tout alors qu'il n'y a pas de parole. Trop bien. Ouais, cette petite séquence, elle tient en elle-même, elle est vraiment excellente. J'ai pas dit, mais c'est réalisé par Richard Fleischer. Richard que Fleischer, moi j'aime beaucoup. Il a réalisé plein de films hollywoodiens, des gros films hollywoodiens comme par exemple 20 milieux sous les mers. Mais moi je préfère sa vague un peu film plus mineur. Il a réalisé par exemple L'étrangleur de Boston, une fois que j'en avais parlé je crois. Oui. Il a réalisé Les flics ne dorment pas la nuit. Il a réalisé énormément de films. Et donc il réalise ce film en 73, donc le film a quand même 50 ans maintenant. Ah oui, 50 ans, ça fait... D'ailleurs c'est l'anniversaire, puisque c'est vraiment, il est de 73, et il est excellent, moi je vous le conseille. À la base c'est un livre qui s'appelle Make Room, donc Make Room, comment on dit, Faites de la place, oui, parce qu'en gros c'est ça, ils sont, en fait dans tout le film,
d'ailleurs, il y a des scènes qui le montrent bien, c'est que Il y a- quand ils rentrent chez eux, ils arrivent à peine à marcher dans les escaliers parce que les gens ils dorment à moitié dans les escaliers. Oui, il y a pas assez de il y a une place. surpopulation. En fait, on est vraiment sur ce contexte de il y a une surpopulation, il n'y a pas à manger pour tout le monde. Et puis, et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui restent, ceux qui sont en trop? Qu'est-ce qu'on fait des vieux? La scène qui m'a marqué, c'est le mouroir à vieux, en fait. Alors, dans ces alors, espèces j'allais y venir. venir, Alors, ouais. putain, alors ça. Bah, ça, c'est une. Alors voilà, il y a donc justement cette scène finale parce que donc le film, il y a Charlton Heston et il y a Edward G. Robinson qui est un acteur. Alors là, vraiment vétéran des premiers films dans les années 30, 20 Oui. de Hollywood. Donc il faisait les films de gangsters à l'époque. Et en fait, dans cette société, dans le film. Ils ont justement l'euthanasie volontaire, donc ils peuvent choisir de mourir, ce que lui va choisir en fait. Choisir, ouais, oui. Et pendant tout le film, il y a, d'où encore le rapprochement avec Last of Us, cette relation entre ces deux personnages, qui là c'est pas un père et une fille, mais c'est donc un adulte mais finalement, il y a aussi un rapport. Il y a un côté parce que paternel. Edward G. très, Robinson, très- il est bien plus vieux, bien donc ça plus pourrait vieux, être son père. Et il est très touchant dans ce film. Et donc, voilà, j'y viens, il y a cette scène donc là où il décide de mourir. Et en fait, la manière de mourir dans ce film, c'est qu'il te remémore, donc il te montre sur un écran, une sorte de truc un peu comme, je sais pas, en l'IMAX de l'époque, quoi, un écran curvé. Qui montre des images donc sur de la belle musique classique, des images de la nature et de tout ce que le monde a perdu et tu oublié. pars dans une vision un peu fantasmée, un peu comme un rêve en fait. Tu partais un peu comme Exactement, dans un très rêve poétique. et en même temps, mais tellement glauque parce que moi il y a ce genre de truc qui me fait vachement flipper dans ce genre de scène, c'est que tout est sous forme, tout est organisé, ritualisé, tu vois. T'as la première étape, bonjour, viens nous suivre, tu sais. Moi ça m'inquiète déjà. Tu vois, quand on m'emmène dans un endroit et qu'est-ce qu'il dit, mais putain, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu cette scène Oui, dans. c'est très rationalisé. C'est normal, quoi. C'est on va normal, pour mourir. c'est comme si la nana ou le mec et tout au guichet du cinéma, oui par ici monsieur s'il vous plaît, voilà, c'est parti pour la séance, sauf que les mecs ils meurent littéralement. Ouais, moi ça m'a complètement traumatisé cette scène. Et encore, mais alors, moi je la trouve vraiment plutôt belle, enfin même très belle et très touchante cette scène. Et oui, mais c'est justement c'est mis en opposition en fait, c'est la réalité de ce qui se passe face à la beauté de la scène. Oui, mais je trouve que tu vas quand même. Quoi. Alors, pour moi, c'est plus. Enfin, il y a vraiment ce côté. C'est plus. Enfin, tout le film est sombre quand même. On est toujours dans cette société où il n'y a pas. Enfin, on ne voit pas un avenir. Et là, en fait, cet immeuble-là est blanc et propre et calme, etc. Donc, il y a un peu voilà, donc on finit sa vie là, mais en fait, c'est peut-être le meilleur moment de sa vie, quoi. Et tout est fait pour que ce soit pas doux, partir bien, en fait. Finalement, voilà, t'as raison. Ouais, agréable. Donc, je trouve qu'il y a vraiment ce truc, en fait, c'est à la fin que, en fait, t'es bien, quoi. Et donc il y a cette grande scène où il meurt, enfin où voilà, il se fait euthanasier en regardant des belles images de serres, de nature, de rivières sur de la musique classique très belle. Et alors, en fait, moi je le savais pas au début, mais je l'ai su après. Edward G. Robinson, il était déjà âgé et en fait, il avait un cancer. Et ah ouais. Voilà. Attends, je savais pas ça. Et en fait, c'est je crois que c'est son 100e film ou 101, je sais plus, 100e film, quelque chose comme ça. Et du coup, certaines personnes le savaient, comme Charlton Heston, il savait que voilà, en fait, il était en train de mourir. Je sais plus quel âge il avait, mais il était vieux. Donc, quand tu sais ça, que tu vois la scène d'Edward G. Robinson, tu mets en contexte et la scène en plus, lui il meurt joyeusement, hein, donc il est quand même sourire, etc. Ah oui, tu le vois différemment là, carrément. Ouais, moi et il y a Charlton Heston, donc qui moi je trouve que si vous voyez juste la scène sur YouTube, peut-être ça va vous donner envie de voir le film aussi, qui commence à pleurer en fait, et de voir Charlton Heston pleurer, c'est déjà pas si courant. Ouais, et enfin il pleure, il a la larme, et on voit qu'il est très touché, mais je pense qu'il est doublement touché parce qu'il sait réellement que qu'il va mourir pour de vrai. Et d'ailleurs, il mourra quelques temps après le film. Donc voilà, une fois qu'on sait ça, ça rajoute encore une couche au film. Et après, il y a le reveal que je dirais pas. Il y a aussi, voilà, j'ai pas tout dit du film. Mais enfin voilà, j'espère que le but c'était de vous donner envie. Donc moi, je vous conseille ce film. Soleil Vert, oui, franchement. Et d'ailleurs, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de remake de Soleil Vert encore maintenant. Je sais pas qui va oser s'attaquer à
Parce qu'on peut considérer Soleil Vert quand même des monuments de la SF, hein. Comme La Planète des Singes, ça fait quand même partie des films premiers, des films, je trouve qu'il a films de la SF. moins vieilli en plus que Planète des Singes. Parce que Planète des Singes, j'ai le côté un peu ridicule, même si j'adore le film, un peu ridicule maintenant des costumes le de côté singes. moped, du maquillage qui a un Alors petit que peu là, il y a un vécu. côté vraiment dur et politique et très années 70, social et tout. Ça. Par contre, le message politique n'a absolument pas vieilli dans Non. le film, dans La Planète des Ah Singes. non. Parce que là, on est vraiment Ah sur ouais. deux exemples de films très politiques, hein, qui sont Soleil Vert et La Planète des Singes. Là où La Planète des Singes a plutôt une réflexion en fait sur l'humain par rapport en fait, on affecte par rapport à ce qu'il a, par rapport à Dieu, par rapport à la religion, et puis après comment il juge les autres. On est sur Soleil Vert, on est plus sur un côté pragmatique de surpopulation, pas assez de nourriture, et puis tous les problèmes que ça engendre. Donc là, on a vraiment deux exemples déjà de post-apocalyptique, parce qu'en fait, on l'a pas dit au début, mais en gros, il y a différents thèmes, sous-genres du post-apocalyptique. En vrai, on part d'un principe de comment l'humanité s'est éteinte. Donc il y a le post-apocalyptique nucléaire, et ça, il y a eu beaucoup de films, et on l'a dit précédemment, du coup, lié à Hiroshima et lié au choc en fait qui a été la bombe atomique. Dans ces années-là, donc après il n'est pas étonnant d'avoir vu beaucoup d'adaptations, enfin beaucoup de films et d'œuvres en fait qui traitent du coup de qu'est-ce qui se passe si on fait péter la bombe nucléaire. Chose qui après, c'est ça qui, alors du coup c'est intéressant de voir un petit peu comment a évolué aussi les genres post-apocalyptiques en fonction de l'époque que nous vivons en fait, parce qu'on voit voir que après, au fur et à mesure qu'on progresse dans les années, le post-apocalyptique nucléaire a un petit peu laissé la place à d'autres genres d'apocalypse et puis de crash d'humanité. Il y a l'apocalypse lié aux pandémies avec le virus, donc ça par exemple typiquement The Last of Us, ça appartient à ça aussi. Mais il y a eu aussi une autre forme de post-apocalyptique, il y a le post-apocalyptique technologique et robotique et cyber-robotique, et ça c'est plutôt lié à l'avènement du coup de la haute technologie et puis d'internet, comme on peut le voir dans deux grands exemples qu'on peut citer qui sont Matrix et Terminator. Là, on est déjà plus dans les années 80 et fin 90 pour Matrix. Mais on peut déjà évoquer le post-apocalyptique, le technopocalypse, je sais pas comment on peut l'appeler, qu'on peut voir déjà dans Terminator. Alors, on va parler de Terminator. Bon, je pense qu'on va éviter à chaque fois de redire de quoi parle Terminator, film réalisé par James Cameron. Je connais pas. Tu connais pas Terminator ? Tu rien. fais ça exprès juste pour que je te sorte un petit pitch du Terminator. Donc c'est une grande saga Terminator, avec le premier sorti en 84, réalisé par James Cameron, avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle titre. Donc là, et c'est là que c'est intéressant de traiter Terminator, parce qu'on est sur du post-apocalyptique, du post-apo, mais pas vraiment. On est vraiment à cheval, on est vraiment sur de la pure science-fiction, on est sur du thriller, où en gros on suit Sarah Connor qui doit échapper en fait au Terminator, parce qu'on apprend que dans un futur apocalyptique, l'humanité a été décimée par des machines. L'humanité a été décimée par des machines. Ah, mais donc t'es vraiment en train de raconter le Terminator. Non mais je le raconte vite fait, voilà, et puis vous avez compris qu'en gros on a envoyé un humain, on a envoyé une machine. L'humain a été envoyé pour protéger Sarah Connor, parce qu'elle va être la future mère du futur leader de la résistance, et les machines aussi à leur tour envoient un Terminator, un robot, enfin un cyborg, pour assassiner Sarah Connor, afin qu'elle ne mette pas au monde le futur leader de la résistance. Ah, c'est un putain de film, c'est tout. C'est un putain de film. Tu peux le dire comme ça. C'est un putain de film. Mais là où je parlais, c'est, ou en tout cas surtout le premier est vu plutôt, en tout cas sur la forme comme un thriller où tu échappes en gros au boogeyman. Parce que franchement, le schéma narratif c'est ça. C'est une fuite en avant pour échapper au boogeyman qui est le Terminator. Et puis on doit échapper à la mort en fait. La mort nous poursuit, et puis voilà, en plus c'est une machine implacable, donc il n'y a pas moyen de le détruire. Donc là c'est compliqué. Et là, après, ça dépend le traitement. Excuse, je te coupe, mais je trouve que ça dépend beaucoup de le traitement, voire parce que effectivement, Terminator, on est dans un monde post-apocalyptique, mais j'ai l'impression que, enfin, c'est vraiment rien à voir avec Last of Us, par exemple. On est plutôt, ouais. En fait, on n'est pas vraiment post-apocalyptique. L'action du film se déroule dans un univers contemporain. Voilà, c'est plus ça, le background avec des visions post-apocalyptiques de ce qui pourrait arriver. C'est là que c'est intéressant, parce qu'on part moins sur le postulat de putain la merde est arrivée, maintenant comment on vit après. C'est que là on a quelqu'un qui vient du futur et qui nous dit moi je viens du futur, c'est la merde, et puis on peut encore empêcher ça, et on doit empêcher ça. Bon, le empêcher ça c'est plutôt développé dans le 2, dans le jugement dernier, où oui, et puis simplement c'est pas ça qui intéresse James Cameron, et le film ne tourne, enfin il y a vraiment ce côté un peu comment dire,
oui, c'est justement, c'est pas le côté survivaliste qui intéresse James Cameron, c'est plus l'aspect action en fait dans ce film-là, typiquement moi je trouve. En fait, il n'y a pas de comment dire, quand je dis survivaliste, il y a aussi le côté un peu politique qu'on retrouve souvent justement dans les films qu'on citait avant. Là, il n'y a pas ça quoi. Il y a plus le côté divertissant et action qui est plus au centre de l'histoire, plus SF même. Ouais, mais il y a une grande dimension. Alors justement, bon, moi je trouve tu prends n'importe quel film de science-fiction, la science-fiction par essence traite de sujets politiques, en tout cas un regard politique sur tout ce qu'elle traite, peut-être moins la space opéra, mais ça c'est encore un genre différent. Mais quand tu regardes tout ce qui a été fait en science-fiction, que ce soit post-apo, que ce soit film d'anticipation, que ce soit des dystopiques, des uchronies, il y a toujours eu une réflexion politique. Et là peut-être que la réflexion sur l'humanité, c'est peut-être le délire technologique, jusqu'où ça a poussé. Ouais, ça a poussé à créer des trucs comme ça. Et puis, le développement en fait du délire technologique, ça va trop loin. Je trouve que, en tout cas, James Cameron l'a beaucoup plus développé dans Terminator 2, où justement, on va aller voir Sarah Connor et le Terminator et John Connor vont en fait en gros rechercher les responsables chez Cyberdyne, les responsables là, de Skynet, de ce massacre, et puis il faut empêcher tout ça parce que, et d'ailleurs Sarah Connor elle le dit, putain vous croyez tous si fort à tout ça, en croyant tout savoir avec votre technologie, vous croyez tellement au-dessus, tellement invincible, alors qu'en fait il suffit de rien, vous savez pas ce que c'est que la vie. Donc en gros dans ce discours un peu gros, il y a déjà cette réflexion en fait sur l'humain à ce stade là où il en est, dans ces délires déjà haute technologie. On entrevoit déjà, et là on parle vraiment de film d'anticipation, on entrevoit déjà les délires technologiques jusqu'où ça peut aller en fait. Donc je pense qu'il y a déjà un propos déjà politique là-dedans. Qui aura plus dans Matrix, je trouve. Alors Matrix, c'est encore autre chose. Donc là vous avez pour Terminator, donc bon, on va pas non plus se pencher tous sur plus longtemps sur Terminator. En tout cas c'était un immense succès, c'était une grosse saga. Parce que je pense qu'ils en ont fait au moins 5 ou 6 films de Terminator. Juste un petit mot où on peut recoller Terminator au genre post-apocalyptique, mais vraiment dans son essence pure. Je vous invite à regarder plutôt Terminator 4, Terminator Salvation, avec Christian Bale, de McG, où là vraiment on est dans le post-apocalyptique. C'est qu'il n'y a aucune scène en fait qui se déroule dans les années qui précèdent en fait le cataclysme. Le cataclysme a eu lieu parce qu'on apprend que dans Terminator 3, le soulèvement des machines, ils n'ont pas réussi à empêcher le jugement dernier. Donc les missiles ont quand même été pétés, tu vois, et puis l'humanité a quand même été massacrée. Donc en fait, le 4, on part sur cet apocalypse, enfin ce post-apocalyptique, pour justement suivre John Connor et la résistance, et puis comment on va réussir quand même à niquer les machines malgré tout. Vu qu'on a vu qu'envoyer des gens dans le passé pour essayer de changer le passé, en fait ça change rien. Enfin, ça changer l'avenir, ça change rien, donc on va essayer de le changer là. Donc le 4, c'est vraiment le Terminator le plus post-apo de la saga, si on doit résumer. Qui est, en termes d'action, tout à fait honnête. Bien sûr, tout à fait honnête, parce qu'on sera jamais à la hauteur des 2 piliers de James Cameron, hein, franchement, faut... mais largement plus honnête que ce qui a été fait après, hein, franchement, faut se l'avouer, parce que c'est devenu un peu un massacre, un Terminator, hein. C'est un peu triste ce qu'ils ont fait avec cette licence. Ouais, bah moi je les ai pas vus, je me suis arrêté aux 2. Ouais, je crois que j'ai dû voir le 3, il y a des trucs sympathiques. Le 4, franchement, je trouve Christian Bale complètement investi. C'est d'ailleurs là où il a pété un câble contre le caméraman ou je sais plus quoi, là, c'est ces fameuses... si vous avez entendu parler de ce buzz, où il y a même des vidéos où on entend des B-roll, du coup on entend Christian Bale s'exciter comme un fou, prendre un coup de colère, voilà. Donc c'est ce film-là, c'est Terminator Salvation. Mais en tout cas, voilà, on sait que la technologie et les délires et puis les risques technologiques peuvent amener du coup à la destruction de l'humanité. Et un autre film qui parle de ça, et là on va sur un univers beaucoup plus cybernétique, c'est Matrix des sœurs Wachowski. Donc film qui est sorti en 1999. Là aussi, il y a toute une saga de 4 films, dont une trilogie bien marquée, puis un 4e film qui est sorti bien après. Donc là, évidemment, on suit l'histoire de Neo, enfin Thomas Anderson alias Neo, donc le jour en gros qui est programmeur dans une boîte de software, et la nuit qui est un hacker qui se fait appeler Neo.
rencontre un personnage qui s'appelle Morpheus, en gros qui lui raconte que tout ce que tu vis, la vie que tu crois savoir, n'existe pas, et que c'est une réalité, c'est quelque chose d'artificiel, c'est une réalité qui a été mise en place par un système qui s'appelle la Matrice, et il lui fait découvrir qu'en gros le monde que tu as connu, il a été ravagé depuis des années déjà, l'humanité vit recluse sur terre, sous terre à essayer de survivre face à des machines impitoyables et destructrices qui vivent à la surface. Voilà, en gros le pitch de départ. Au reveal, on est vraiment sur du post-apo, parce que là l'humanité a été ravagée, et les rares survivants vivent dans cette cité qui s'appelle Sion, et du coup on suit la prophétie de Neo qui est censé pouvoir contrôler la matrice et puis pouvoir aider l'humanité à détruire les machines et puis à être de nouveau libre. Donc, et là on est vraiment sur du... On est sur du genre post-apocalyptique parce qu'on baigne dans le thème, parce que le contexte il est là, on parle d'un contexte post-apo, mais avec, Matrix, c'est les mecs, ils ont réussi à associer un blockbuster bourré d'action avec des scènes de kung-fu en mettant de la japanimation, enfin des influences de japanimation, des influences de films noirs, en plus avec des scènes d'action techniquement et effets spéciaux, enfin c'est des trucs, ça a été du jamais vu, franchement, c'est un truc de fou. Et tu mélanges ça avec une dimension philosophique et métaphysique, là aussi, à te retourner le cerveau. Là, t'as le cocktail gagnant d'un film qui a marqué sa génération, puis celle d'après, quoi. Il y a eu un avant et un après Matrix. Oui, c'est clair. Ouais, non, c'est sûr. Et puis, mais encore une fois, tu vois, c'est marrant parce que post-apo, je mettrais pas Matrix, mais oui, effectivement, t'as raison. C'est aussi. Mais je pense que parce que peut-être qu'il y a des genres qui. C'est comme le post-apo, c'est quand même un sous-genre d'ASF déjà. Après, t'as l'anticipation, etc. Ils sont un peu au même niveau, donc c'est tout des sous-genres de la SF, quoi, finalement. Matrix, il y a plus aussi ce côté-là, je pense, un peu plus SF, et d'autres sont un peu plus sur Terre, un peu plus réalistes, on va dire, entre guillemets. Il est SF, mais il est pas anticipatif, parce qu'on a déjà passé, en fait, on n'est plus à l'anticipation, on a déjà passé la barrière. Et ça, tu le vois, tu l'esquisses déjà dans le premier, mais dans le 2 et le 3, par exemple, on vit au quotidien en fait dans ce monde post-apocalyptique dans lequel on rentre dans la matrice pour essayer de trouver la solution au problème. Mais on n'est pas du tout dans l'anticipation. On est vraiment, tu vois, quand Neo, Morpheus et Trinity, à partir du 2, toutes les scènes qui se passent à Sion, la réalité du film, la réalité du récit fait qu'on est déjà dans un univers complètement post-apocalyptique déjà. Oui, non, clair. Non, alors, mais comme un peu comme Terminator, quoi. Je trouve que c'est la toile de fond. Enfin, c'est très présent, bien sûr, mais alors je sais pas. Je pense que ça dépend aussi ce traitement de comment les humains vivent. Il y a un côté un peu, comme on appelle, le mot me revient plus, mais quand on s'intéresse à l'humain, anthropologue de comment est la société, etc., qui est plus détaillé en fonction des films, tu vois, voilà. Alors que celui-là, on est plus sur des choses plus abstraites, on va dire. Mais après, oui, c'est dans un sens, c'est aussi un film post-apo, effectivement. Après, il y a total. Hein. Bah oui, bon, ça c'est clair. Mais il y a le film. Mais alors toi, attends, du coup, est-ce que tu as du coup un autre exemple? Vraiment de film là pour le coup aussi post-apocalyptique Non, alors j'ai pas d'exemple justement. Enfin, si il y a La Route par exemple, qui est sorti en 2009, qui est justement dans ce style-là aussi. T'avais 28 jours plus tard, qui est aussi entre le film de zombies, parce que là aussi, film de zombies. Tous les films de zombies, c'est des films post-apo finalement. Mais en fait, comme c'est devenu un genre plus. Enfin voilà, la plupart, oui, c'est la post-apo aux zombies. C'est clairement un. Ouais. Enfin, j'ai l'impression post-pandémie. Que, comme il y a des zombies, c'est le zombie qui prend le dessus sur le. Tu vois, il y a un peu le côté. Bon, c'est un film de zombies, tu vois. Walking Dead, c'est une série de zombies, moi je trouve. Il y a plutôt ce truc-là de. Je sais pas, il y a un côté un peu plus décomplexé. Mais ça reste moi je pense que le post-apocalyptique, il faut le voir vraiment sur le côté vivier concept, vivier à concept en fait. The Walking Dead, le mec, faut quand même rappeler au début de la série, le mec il est shérif et tout, il vit sa petite vie peinard, il y a eu un accident, il y a eu un coup de feu, tout ça, il se réveille dans un hôpital, il sort de l'hôpital, il y a plus personne. Ça a été le blackout. Hein. Là, il y a eu un avant et un après. Et on peut vraiment considérer post-apocalyptique le fait qu'il y a eu. En fait, c'est la vie après. La Route, c'est pareil.
C'est les mecs, tu suis Viggo Mortensen et son fils qui arpentent les ruines. C'est comme Je suis une légende. Ça, on part tous d'un postulat de départ. Ah bah oui, c'est vrai, clairement. Je suis on l'a une pas légende cité, avec Will Smith, un autre remake encore de jeu de I Am a Legend, qui là, on est sur du post-apocalyptique, post-pandémie. Voilà, il y a eu une pandémie qui a ravagé, qui a décimé l'humanité, et puis les rares survivants, ils survivent comme ils peuvent, sinon les autres sont infectés. Après, et je pense que c'est aussi la nature de, comme tu dis, ça dépend de la raison. Par exemple, si c'est une pandémie, bah du coup, là, Last of Us, c'est des champignons. Alors oui, certes, ça rend les gens fous, donc il y a un côté quand même, action un petit peu mine de rien, mais une épidémie de champignons, c'est moins, tu vois, il y a un côté un peu plus minimaliste, plus, tu vois. Il y a ce côté-là. Alors ça après, mais je pense que là-dedans, c'est vrai que c'est intéressant parce que je pense que à partir tu pars du postulat de départ d'un truc post-apo, tu peux après partir dans différents thèmes et différentes idées d'exploitation. Ouais, clair. Et c'est ça qui est génial avec ce genre, c'est qu'en fait, tu places apocalypse nucléaire. En gros, paf, bombe nucléaire, plusieurs bombes nucléaires qui a ravagé les gens. Après, qu'est-ce que t'en fais ? Est-ce que t'en fais un univers très survie comme La Route ? Est-ce que t'en fais... Il y avait Sans un bruit aussi qui est sorti récemment, il n'y a pas très longtemps, Sans un qui bruit, était assez oui. post-apocalyptique finalement aussi. Hein. Oui, mais tu pars toujours sur ce principe, en fait, quelle que soit la manière dont tu vas aborder, en fait, et comment tu vas le traiter, tu vas aborder le fait de comment l'humanité, qu'est-ce qui reste de l'humanité, comment ils vivent, quelles sont les nouvelles sociétés émergentes. Dans Mad Max, tu le vois, et le côté post-apo dans Mad Max, tu le vois surtout à partir de Mad Max 2. À partir mais du tu 2, te poses pas la question. Tu viens de dire, tu te poses la question comment ils vivent, etc. Dans ces films-là, Mad Max, Matrix, Terminator, ils te le montrent pas, ça, tu vois. C'est pas le sujet du film. Tu te poses pas la question comment les humains y vivent. C'est en ça que je disais. Si, c'est là, c'est tout le temps là. Moi, je trouve pas que c'est le sujet. Terminator, quand t'as Kyle Reese qui rentre de mission, paf. Et même, ça peut même durer un plan où tu vois quand les gamins ils regardent la télé, en fait c'est une télé en feu, ils chassent les rats pour survivre, et t'as ça dans tous les films post-apo de se dire la réalité de comment l'humanité elle est. Dans Mad Max 2, 3 et 4, quand tu vois Max, les hordes qui l'affrontent, tu vois gouvernés par des seigneurs de guerre complètement fous, elle est là la réalité de ce qui s'est passé. Le post-apo, c'est qu'est-ce qui reste après. À différentes échelles. Soit c'est des ZQ, des zones de quarantaine, tu vois, où ce qui reste vit dans une société militaire. Est-ce que c'est une société comme dans la Matrice, où ils vivent à Sion sous terre. En fait, je trouve que c'est là un truc qu'on peut trouver en commun à travers les films post-apocalyptiques, c'est qu'au moins ça part toujours sur ce principe-là, c'est il reste ça comme humanité, comment elle a changé, comment elle s'est établie de nouvelles règles, dans The Last of Us, ou même après, Mais tu vois la société, tu vois. Dans certains films, tu vois la société qui reste, et dans d'autres, tu la vois pas. Ah, mais d'autres, t'as des personnes. T'as des personnages Je suis une légende totalement isolée. Hein, Je suis une légende totalement solitaire. Alors oui, parce que là, effectivement, mais il y a carrément personne. Mais tu vois, ouais. Alors, c'est pas que. Mais c'est juste que je trouve que oui, il y a quand même. Enfin, je sais pas. Dans Terminator, on voit, moi je trouve que c'est moins. Voilà, on voit moins la société. Dans Matrix aussi, finalement. Parce qu'il n'y a pas Terminator, ce côté... c'est plus compliqué parce qu'on est toujours à cheval, en tout cas dans les 3 premiers, on est à cheval de est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver. On essaie de l'en empêcher ou pas. Là où le 4 a fait complètement la bascule, le 4, tu vis littéralement avec les mecs, la résistance, avec John Connor, sous terre, dans les bunkers, et puis tu le vis vraiment. C'est vrai que Terminator joue un petit peu l'entre-deux, c'est là, parce que tu vois, c'est là où des trucs... Après, il y a... Alors, ça me permet de faire aussi une transition vers les films, finalement, qui pourraient être des post-apo, mais qui le sont carrément pas. Je pense Tu veux dire on a empêché l'apocalypse, par exemple? Ouais, enfin, oui, c'est vrai que quand je dis qu'ils le sont pas, mais par exemple, tu vois, moi ça m'a fait penser à 2 séries. Une qui s'appelle Leftovers, qui est... Alors, je sais pas à quel point on met le post-apo, mais en gros, le pitch, c'est qu'il y a, au début de la série, il y a 2% de la population qui a disparu de la Terre. Sans aucune raison. Voilà, on sait pas sans comment. Aucune raison, c'est mystérieux. Les gens commencent à... Enfin, voilà. Et après, donc on est, je sais plus, 20 ans plus tard, quelque chose comme ça, ou 10 ans plus tard. Donc, les choses sont comme ça. Il n'y a jamais eu plus d'explications. Donc maintenant, le but, c'est de savoir comment ceux qui restent
ils vivent avec ça. Voilà. Tu vois, et je trouve que c'est une des meilleures séries, mais même films confondus. Moi, j'avais été bouleversé par cette série, beau, bien plus que Last of Us. Pourtant, il y a beaucoup moins de. Enfin, Last of Us, c'est déjà pas très sensationnaliste, mais il y a moins de. Voilà, il y a moins de. Il y a moins ce côté-là. C'est vraiment encore plus sur l'humain. Ouais, complètement. Et, c'est vrai. Mais par contre, il y a vraiment. Alors là, il y a encore des nuances supérieures, et je trouve des. Enfin voilà, il y a vraiment. On apprend des choses sans. Enfin, on l'apprend en le voyant, en ressentant en fait. C'est plutôt ça. Mais je pense qu'on peut vraiment considérer comme. Alors là où tu dis, oui, moi je trouve que c'est profondément post-apocalyptique. Mais pourtant, c'est pas l'apocalypse, tu vois, c'est pas la fin du monde. Il y a typiquement, avec 2% de la population en moins, bah en fait, il y a même des choses qui vont entre guillemets mieux, puisque voilà, la surpopulation. Non, c'est clair, c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. Oui, mais ah oui, c'est la fin d'un monde, ça c'est clair. C'est une apocalypse, voilà, c'est quand même quelque chose à grand. On suggère l'apocalypse quand même quelque chose à grande échelle en fait, au niveau humanité. Là, ce qui se passe mais c'est vrai que à part ça, c'est vrai que c'est une excellente série qui est aussi faite par HBO, si je me trompe pas. Je sais pas si c'est HBO. Oui, presque sûr. En tout cas, c'est J.J. Abrams qui est à la production de The Last of Us et puis Damon Lindelof. Le duo à l'époque où ils étaient super au top. Les deux là, niveau série après télé, après Lost et puis. Et après, ce qu'ils ont fait avec Fringe, mais je sais pas si Lindelof était dedans. Enfin bref, mais dans tous les cas, voilà, pour moi, ça rentrerait aussi dans ce style-là de post-apo. Et une autre que tu as citée, un peu plus récente et tout aussi excellente. Alors là, c'est pas post-apocalyptique puisque c'est complètement réel. C'est Tchernobyl. Oui, Tchernobyl prend tous les codes du film post-apocalyptique, catastrophe. Et hyper flippant de qu'est-ce qui pourrait arriver, sauf que c'est arrivé. Et là, je trouve que c'est un level supérieur là, en se disant, tu rentres dans les détails et c'est pas quelque chose qui pourrait arriver, c'est arrivé comme ça, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont pris un exemple en fait d'apocalypse à petite échelle. Enfin, petite échelle dans le sens, voilà, la centrale explose et tout ce qui vit autour est ravagé. Et comme tu dis, il y a tous les codes post-apo que tu peux voir quand ils ramassent quand ils vont aller tuer les animaux dans ces villes fantômes, tu vois, qui a été généré par ça, vu qu'on a fait évacuer la population. Donc on se retrouve dans ce paysage de villes et de cités abandonnées du monde, complètement. Ah bah et là, oui, parce que du coup, ils ont dû évacuer les lieux. Ouais, c'est clair. Bah, ça rappelle, donc, même je sais plus s'il y avait. Enfin, non, c'est trop récent. J'allais dire la présence de la nature dans les immeubles, etc. C'est un peu récent, mais. Il y a ça aussi, au final, ça suggère. Quelques années après, ça va être comme ça, quoi. Tu vois, puisque la ville aura été abandonnée. Et donc, la nature reprend ses droits sur les immeubles, etc. Je pense que, comme tout, tu citais la potentielle catastrophe nucléaire, que souvent, c'est souvent le sujet des films post-apo. Ouais, qui menace tout le temps. C'est basé sur un truc réel. Bah voilà quoi, tu peux pas faire plus finalement que Tchernobyl, tu vois. T'es arrivé au bout là. Tchernobyl est déjà dans on peut dire que Tchernobyl est un peu dans l'anticipation parce qu'on se dit regardez ce que en gros surtout ce que un non-professionnalisme et des mensonges ont fait. En gros voilà. Ah ouais, à l'échelle politique, à l'échelle à toutes les strates de la société, voilà en gros nos tares qu'on a tout le temps, tu vois, qu'on on ment aux gens, on cache la vérité, on se voile la face, et voilà ce que ça engendre comme catastrophe. Alors imaginez, là ça arrivait à Tchernobyl, et vous voyez comment ça a marqué déjà l'Europe et la face du monde déjà à cette échelle-là. Alors imaginez si les dirigeants, pareil, des pays et tout ça, lâchent le feu nucléaire. Ben là, t'as du Tchernobyl. Là, en gros, ils te placent clairement que t'as du Tchernobyl x1 million, quoi. Ouais, et puis il y a ce truc je trouve, comment dire, quand ils font par exemple des missions de récupération dans le cœur nucléaire, quoi, dans le cœur de la centrale, etc. Voilà, ouais. Alors c'est extrêmement bien fait. L'immersion est totale. La peur invisible, ça c'est un truc de fou. Pour moi, c'est un des films d'horreur. Enfin, tu sais, c'est vraiment. C'est pire qu'un film d'horreur, quoi. Enfin, c'est un film d'horreur. Quels sont les films qui te font les plus peur sans être des films d'horreur ? Bah, Tchernobyl, c'est un peu ça, tu vois. Oui, complètement. Il y a pas besoin du genre pour faire peur. Oui, c'est la peur invisible, tu vois rien, et puis ça t'est sans arrêt rappelé par des petits éléments comme le compteur Gégère, le truc qui s'affole, machin, et voilà, qui te rappelle, ah putain, là ça craint, la scène où ils vont ramasser les débris sur le toit. Ça pourrait être, tu vois, dans d'autres films, c'est des monstres qui sont hypersensibles, par exemple, qui t'entendent à des kilomètres à la ronde. Dans d'autres films, c'est des
monstres génétiquement modifiés par je sais pas, par tu vois, par la bombe atomique par exemple, quand ils faisaient les tests. Oui. Enfin, ça aurait pu être dans chaque film, ils ont un peu leur monstre différent, tu vois. Et dans Tchernobyl, bah en fait, il y a pas besoin de monstres. Le monstre, c'est la centrale. D'ailleurs, la façon dont c'est filmé, t'as l'impression que. Moi, ça me fait penser à Godzilla. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression Ouais, que. bah, tu vois, Godzilla, c'est né de ça aussi, hein. qui C'est est né de la peur du nucléaire. La peur du nucléaire, Bah, bien voilà. Et ben, t'as la centrale, c'est Godzilla, c'est un Bah monstre nucléaire. Bah Un monstre issu du nucléaire. Et ça, c'est tellement bien. Moi, j'adore ce genre de film qui raconte quelque chose tout en montrant autre chose, tu sais. Enfin, genre, ils prennent pas le problème frontal. Ouais. Godzilla, c'est quoi? C'est 59, quelque chose comme ça, au Japon. Et il y a ce truc de bon bah on sait que, enfin on peut le comprendre même, mais c'est pas flagrant que ça parle du nucléaire. Mais pourtant, c'est vraiment comment dire, presque j'allais dire un traité anti-nucléaire, ce truc, si tu l'analyses comme ça. Mais bon, tu peux voir le film premier degré. Mais c'est clair, c'est un super film de monstre. Mais voilà, ça c'est toujours né ça naît toujours de quelque chose de réel, hein, la peur réelle. Il y avait le communisme aussi. Enfin voilà, quoi, ça, il y a pas. Aussi, il doit y avoir des post-apo d'ailleurs. Avec une menace communiste, je pense. On n'a pas épluché tous les films russes ou autres, mais oui, forcément, c'est clair qu'il doit y en avoir. Mais alors déjà, bon, on a fait déjà, on a parlé déjà des gros films. Alors après, bon, des films sur le post-apocalypse, sur l'univers post-apocalyptique, et puis que ce soit en série télé, même en jeu vidéo, voilà, bon ça, il y en a plein. Pour vous en citer, donc voilà, si on pouvait vous résumer un petit peu les films. Les films, en gros, si vous voulez un peu béni, vous faire une soirée post-apocalyptique, donc vous avez, alors on vous a dit, on résume, La planète des singes, vous avez Soleil vert, la saga des Mad Max, surtout à partir du 2, le premier est un peu plus western, mais voilà, les Mad Max, vous avez les Matrix, saga des Terminator, si vous êtes féru de jeux vidéo, vous avez les Fallout. On est vraiment dans les années post-nucléaires, années 50, où on vit dans des bunkers et puis après, les survivants, on arpente une Amérique complètement ravagée avec des êtres mutants. Qu'est-ce que j'avais noté encore d'autre? Ouais, The Last of Us, The Walking Dead pour les séries plutôt zombies, Je suis une légende, L'Armée des morts de Terrence Malick. Il y a même Wall-E. Wall-E, c'est con, mais Wall-E, c'est... L'Armée des morts de Terrence Malick, t'as dit? De Zack Snyder. L'armée de Zack Snyder non, je voulais dire, pardon, oui, désolé, l'armée des 12 singes de Terry Gilliam. Voilà, l'armée des 12 morts, l'armée des 12 singes, je vais y arriver, de Terry Gilliam, qui est aussi du post-apocalyptique. Wall-E, qui est aussi post-apocalyptique, parce que voilà, Wall-E vit dans la Terre a été désertée par l'humanité, ravagée, il faut la reconquérir. Magnifique Wall-E. Magnifique Wall-E. Ah, franchement, oui, excellent film aussi. Et le jour d'après aussi, il y avait toute cette vague. Bon, c'est plus catastrophe, mais alors après, il y a un autre truc entre voilà, la frontière. C'est ça qui est intéressant avec le film catastrophe. Je pense qu'on pourra faire avec le film catastrophe où, en gros, on a réussi de justesse à éviter l'apocalypse. Du coup, c'est un peu avant. Donc, on a réussi de justesse à être envahi par les aliens. On a empêché l'apocalypse. De l'astéroïde avec Armageddon, on a... Ouais. Alors le jour d'après c'est intéressant parce qu'il y a quand même un après en fait tempête. Et 2012 c'est un peu pareil parce qu'il y a un après apocalypse quand même, donc on peut presque les qualifier de post-apocalyptique parce que ce soit 2012 ou le jour d'après, en gros la merde est arrivée. Et puis la toute fin du film, voilà, on est survivant, mais on va réussir à s'en sortir. Deep Impact, c'est pareil, hein, Deep Impact, t'as une météorite qui a réussi à ravager, je sais pas, la moitié des États-Unis. Non, bah alors le pic de Dante aussi, tant que tu y es. Ah non, pic de... Ouais. C'est carrément le pic de Dante. Non, parce qu'il y a Pierce Brosnan ne fait jamais de post-apocalypse. J'avais envie de parler tout d'un coup du pic de Dante. On va parler, alors on va se faire... Oui, alors ce sera un des prochains sujets, je sais pas si ce sera vraiment la prochaine mission, mais en tout cas, voilà, les films catastrophes. Donc si vous avez aimé le pic de Dante, Volcano, Twister... Twister, t'as tous ces films-là, ou même La Tour Infernale, il y avait un autre film, L'Aventure du Poséidon. En gros, on va essayer de faire un petit podcast spécial sur les films de catastrophe et de revenir un petit peu sur les classiques, parce que voilà, il y a quand même des classiques dans les années 70, puis après il y a eu un petit revival dans les années fin des années 90, 90-2000. Donc, il a fait une fausse note. Donc... Et puis après, oui, en série, en jeu, on en a vu pas mal. Hein, 28 jours plus tard, la saga des 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard. Enfin bref, il y a de quoi faire. On en mettra une petite liste, si on a le temps aussi, en description. Une petite liste des films, voilà, avec leur réalisateur et puis leur année. Très facile à trouver, hein, en général. On va rarement voir des films soviétiques. Par exemple, parce que si on voulait finir sur...
des recommandations, puisqu'on a cité plein de films, mais des recommandations peut-être un peu plus ciblées, on va dire, parce que du coup, voilà. Ah, tes recos, mes recos, plus de manière affective ou Non, mais plutôt comme Last of Us, du coup. Alors moi, franchement, je citerais, tu vois, même pour rester dans la série, je dirais Leftovers. The Leftovers. Je Donc, pense que pour ce serait ce une qui est très bonne alternative. Pour ce qui est série télé, vous avez alors bon, The Walking Dead, qu'on aime qu'on n'ait pas, malgré tout, ça fait quand même partie du l'univers du genre. Il y en a plein, en tout cas en série, en tout cas que vous avez sur Netflix ou autre, des genres zombies. En série télé, alors The Last of Us, franchement, voilà, pour le genre post-apo, pandémie, franchement, allez-y. Hein, Puis comme film, soit vous retournez vers les classiques comme Soleil Vert, qui pourrait être ou La planète des singes. Après, plus récent, voilà, on vous l'a dit, même l'Armée des morts, vous avez Snowpiercer aussi, le transpersonnage. Ouais, c'est vrai. Qui, bon, ça se passe dans un train, mais du coup, c'est un peu différent. Mais oui, c'est aussi. Il y a eu une apocalypse sous la glace. Donc, en fait, c'est un genre qui peut prêter vraiment à beaucoup de films et beaucoup d'œuvres. Ouais. Donc, franchement, on pourrait encore en parler des heures de ce genre et tous les films qu'on a vus. Et puis, peut-être on en a déjà parlé 1h30. On a déjà parlé 1h30. Ouais, donc, je pense que là, putain. En tout cas, on a parlé 1h30. Je pense que... Ouais, mais quand on est passionné, tu vois, oui, on était un peu emballé par le post-apocalyptique parce que ça touche un peu à la science-fiction. En tout cas, personnellement, ça touche comme ça. Quand ça touche à la science-fiction aussi, moi, je kiffe grave. Si ça se trouve, t'auras coupé beaucoup. Du coup, ça fait 40 minutes. Les gens vont pas comprendre. Du coup, il y aura un générique. C'est tout. Mais ça dure 40 minutes. C'est une éternité. Non, mais en tout cas, on espère que vous aurez apprécié ce format long des épisodes de Lagrange parce que bon, c'est des thèmes qu'on aime bien aussi vous faire partager. Hein, donc, on trouvait cool d'avoir un peu un prétexte aussi pour parler d'autres choses, prendre un film ou une série d'actualité pour essayer de parler un peu plus largement du genre. Le genre dont il est héritier, hein, voilà, ce qui est The Last of Us. Donc voilà, en tout cas, je kiffe ce genre de format. C'est un bon moyen aussi de, je te coupe, excuse, mais de découvrir des œuvres par rebond sur autre chose que t'as aimé, tu vois. Oui. Donc voilà. Donc à voir à l'avenir si on fera aussi un petit tour de table avec d'autres personnes sur d'autres thèmes. En tout cas, on a quand même des idées d'autres thèmes qui vont se développer avec aussi des pour zombies, les prochains peut-être. avec des zombies. Alors rien que le genre zombie, c'est clair qu'on pourrait en parler aussi. Ah non, mais je disais comme invité. Ah, des zombies, ouais, c'est clair, oui, on va faire, ça va être très audiogénique. Attends, j'ai inventé un mot. Ça va être pas très radio, ouais. Radiophonique, putain. On va y arriver. Hein. C'est la fin de la journée. On débute dans le métier. On débute, ouais. En tout cas, on espère que donc l'épisode touche à sa fin. On espère que vous avez apprécié l'épisode. Pareil, n'hésitez pas, pas like, commentaire, vous dire ce que vous avez pensé du concept, si vous avez d'autres idées de thèmes aussi que vous aimeriez qu'on aborde dans l'émission. Et moi j'ai passé un bon moment à parler de tout ça avec toi, Manu. À fond, et j'espère que on va voir si vous voulez commenter, on va voir combien de personnes ont réussi à finir le podcast. Ouais, et puis mais dites-nous aussi, peut-être on a oublié plein de films et plein d'œuvres, même en termes vidéoludiques et même en termes littéraires, on n'en a pas parlé, donc n'hésitez pas à nous faire partager aussi vos coups de cœur sur l'univers post-apo, et puis voilà, on sera ravis et tout curieux de les lire. Bon, Manu, merci. Merci à vous et merci à vous à la prochaine. À la prochaine. Ciao.